Comment on a découvert les effets de la caféine, quoi. Grâce aux chèvres. Merci. Grâce aux chèvres, voilà, c'est ça. On connaît une chèvre enjouée. Parce qu'elle a mangé du café. C'est ça. Salut les mâchonneurs, le meilleur café de Lyon, ça vous tente? On est à Villeurbanne et il est sélectionné, torréfié ici à La Belle Brûlée. Si vous n'aimez pas le café, vous venez avec moi quand même parce que je vais vous présenter des nanas qui ont un engagement solidaire et durable, un univers gustatif de feu. Je vous emmène. Moi, c'est Hélène et donc j'ai cofondé La Belle Brûlerie avec Anne-Laure et Marlène il y a à peu près 4 ans maintenant. Anne-Laure, elle était plutôt dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, où elle est vraiment scientifique et donc elle a été très vite intéressée par la torréfaction. J'étais plutôt dans les relations internationales avant, cette sensibilité au café vert et puis aux relations de commerce nord-sud. Et puis Marlène, elle était déjà barista. C'est donc à nous trois, ça faisait vraiment de l'arbre à la tasse. C'est de là qu'est née La Belle Brûlerie. Je suis Émilie, je suis arrivée à La Belle Brûlerie en septembre dernier, déjà dans le milieu du café, plutôt en service client, parce que j'étais barista. On torréfie des cafés qui sont tous certifiés en agriculture biologique et la grosse particularité, c'est qu'on achète nos cafés en import direct. Donc on fait partie d'une coopérative de torréfacteurs qui s'appelle Roasters United. C'est notre garantie qualité, traçabilité, transparence. Et c'est un des piliers, si ce n'est le pilier le plus important du projet. C'est une histoire de voyage, peut-être comme beaucoup de gens. J'ai rencontré vraiment le café parce que j'ai travaillé pendant 2 ans au Laos, qui est un tout petit pays producteur. C'est là-bas que j'ai vraiment appris à goûter le café différemment. Premier souvenir avec le café? C'est très lié, oui, à mes parents. C'est l'énorme bol de café filtre le matin et puis après les 10 expressos de la journée, quoi. C'est ça mes premiers souvenirs café. Après, mes souvenirs les plus marquants, c'est quand même les premiers expressos que j'ai pu boire au Laos, qui étaient juste fous, alors qu'avant, je buvais des expressos qui étaient un peu standard, quoi, moins aromatique, plus classique. Voilà. Guatemala, ce matin, tu torréfies? Là, c'est du Guatemala qui est dans le torréfacteur et j'en ai encore un batch à faire après. Ouais. Et celui que je suis en train de préparer là, c'est du Nicaragua. D'accord. Ici, j'ai un contact visuel. On a notamment une indication qui est le point jaune qui arrive vers 150 degrés. Donc là, on est à 135, donc ça va être dans 15 degrés, quoi. Le café a vraiment fini de sécher, on n'a plus d'humidité dans le grain. Donc ça, je note. Hop. Petite odeur de vanille. Et donc là, sur la torréfaction, ici, j'ai un conduit qui est comme un conduit de cheminée qui me permet d'insuffler de l'air à l'intérieur du torréfacteur, d'insuffler ou d'en enlever au contraire. Et donc ça, c'est un des paramètres qui me permet, moi, de modifier ma cuisson à l'intérieur du torréfacteur. D'accord. On entend? Oui, on entend craquer. Ouais. Voilà, ça c'est le crack, donc on est à 191 degrés. On va le pousser longtemps et haut en température, jusqu'à environ 202-203 en fonction de la vitesse à laquelle il y va. Là, on sent vraiment les arômes qui arrivent. Ouais, carrément. Si on regarde là, là, on commence à avoir vraiment un café qui est brun, robe de moine, mais on va encore le pousser, nous, parce qu'on veut que ça soit pour de l'expresso. Le métier de torréfactrice, c'est de faire une union entre ce que le terroir nous donne, ce que nous, on a envie de révéler, et l'utilisation qu'on en fera, donc expresso ou filtre. Donc c'est une chose de réussir à créer des recettes qui valorisent le terroir. C'est autre chose et c'est bien plus dur de répéter ces recettes-là. Donc on a quand même besoin que nos cafés ils soient stables parce que on a des clients derrière qui ont envie, quand ils goûtent quelque chose, de retrouver les mêmes sensations la fois d'après sur ce même café. Nous, on est obligé de s'adapter aux évolutions de la température, au vieillissement du café qui est là, qui font qu'en fait chaque jour de torréfaction est différent. Et donc on est vraiment derrière la machine, toujours en train de contrôler tous les paramètres afin d'essayer de reproduire au maximum nos recettes de torréfaction, mais c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Là, avec les chaleurs actuelles, c'est un gros challenge. Pour le tester, tu le goûtes pas en fait, tu te fies vraiment juste à ton graphique. Le goûter, Alors, ça n'aurait pas Ah d'intérêt. si, on les goûte, on les cup. Alors on ne goûte pas toutes les torréfactions parce que c'est impossible, mais avant d'avoir la recette de référence, donc je faisais la courbe qui est en dessous, nous on goûte tous les cafés et quand on reçoit un nouveau café, on fait plusieurs torréfactions, en général 3, complètement différentes. Et ensuite on définit la recette qu'on préfère et ensuite on la suit. Donc tous les mercredis on fait des cuppings, soit pour tester des nouvelles recettes de café, soit pour mettre à jour nos courbes.
La première fois où j'ai passé un entretien pour travailler dans mon premier café, j'avais commandé un latte et je me souviens que j'avais mis beaucoup de sucre. J'ai appris à déguster. Avec mes collègues, on goûtait beaucoup de choses. Et ben, je me suis rendu compte que effectivement, c'était une première approche café plus novice. C'est qu'on consommait des cafés qui avaient tous le même goût, avec des torréfactions qui étaient toujours très foncées. Et la torréfaction foncée, elle a l'avantage d'uniformiser le café. Donc partout dans le monde, on va avoir un café qui a le même goût. Et puis aussi de masquer les défauts éventuels des cafés verts. Donc du coup, là, la production a moins d'importance dans ce cas-là. Aujourd'hui, il y a vraiment une volonté des gens de se réapproprier le goût du café et puis de goûter différentes choses. Et donc c'est tout un univers à découvrir qui est insoupçonné pour beaucoup de gens. C'est la boîte de Pandore un peu le café, parce que déjà on ne fait jamais du bon café avec une mauvaise matière première. Donc on ne fera jamais un bon café avec un café vert qui n'a pas été bien récolté, bien traité, bien fermenté, donc la première étape. Ensuite nous, en tant que torréfactrice, il faut qu'on le travaille de façon à révéler les arômes et son terroir, en tout cas le sublimer tel que nous on l'aime. C'est un métier d'artisan, métier de bouche. Et la partie extraction, du coup, c'est une partie qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. C'est pour ça que c'est un métier aussi, c'est le métier de barista, qui est un peu le sommelier en fait du café et qui prend en compte plein de paramètres. Le café évidemment, le type de café, mais également la granulométrie, donc la taille de la mouture qui va aller dans la machine, la pression, la quantité dans le porte-filtre, la sortie. Donc on pèse, on mesure, on chronomètre. Du coup, ce que je vais te proposer, c'est de travailler le Deschambel, qui est notre mélange d'été. C'est un mélange de 70% Pérou et de 30% d'Éthiopie, qu'on torréfie pas ensemble parce que c'est des cafés qui ont des densités différentes. Ça va peser. Il y a baisse atmosphérique impactée au café. C'est terrible pour les coffee shops. Passage, c'est le barista, c'est son taf. Petite purge. Hop. Ça, c'est notre petit bébé, la Marzocco. C'est une machine qu'on s'est offerte au lancement du projet. Hop. Et on en profite bien. Pas encore de R7, il a fallu qu'on attende, donc là le café est peut-être trop cuit ou le créma va redescendre, tout ça parce qu'on a pris du temps de passer entre le slow motion et la vitesse normale. Allez, on y va. Du coup, tu peux casser la créma, c'est le gras et les lycopènes du café qui sont extraits. Les lycopènes, c'est la partie très amère qu'on aime bien, mais si tu bois ta première gorgée sans homogénéiser ta tasse, ton café va être plus amer qu'il ne l'est en réalité. Donc là, on sent bien la bergamote de l'Éthiopie. Avec quand même en arrière-fond ce côté amer et rond, tu vois, du Pérou qui en fait un café qui est quand même, je pense, assez consensuel. Il peut être servi chez un restaurateur. Il vient te rappeler l'acidité, la pointe d'acidité qui n'est pas commune au démarrage. Et si tu nous donnes effectivement les pointes de bergamote, tout de suite on s'imagine les agrumes, on s'imagine le dessert qui va avec. Je comprends que ce soit un beau mélange d'été en fait, parce qu'effectivement... il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur et puis après derrière tu as une petite caresse qui vient te dire mais non t'inquiète pas. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Est-ce que tu veux goûter du 100% Éthiopie? Où là on va vraiment être sur de l'acidité. Le bois pas en entier celui-là, comme ça. Trop tard. Tu vas me dire ce que tu en penses. Okay. Oh, merci, pardon. Oui, je casse ma créma. Ah mais rien que dans l'odeur déjà. Ouais alors... L'Éthiopie, c'est... Est-ce que tu sens, il y a vraiment une belle pointe d'acidité? Je pense à autre chose, mais mon cerveau ne me le fait pas remonter encore. Ta rétro-olfaction n'ouvre pas le bon tiroir. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? La forêt au printemps, quand les arbres se réveillent, t'as un côté herbacé et un peu ça. Non mais ça, du coup, l'herbacé, si, l'exotique, il y a vraiment ce côté hédonique du j'aime pas. Est-ce que ce café me fait plaisir? Est-ce que ça te transporte? Tu vois, on n'a pas besoin d'être des experts en fait pour apprécier la nourriture. C'est tout l'objet de la chaîne en fait. Pour moi, les critiques culinaires qui te disent comment tu dois apprécier les choses, ça m'est insupportable. Bah ouais, c'est ça. Je préfère que ce soit les gens qui connaissent leurs produits, qui nous en parlent. On ose être dans la gourmandise, on ose tester. Goûter, mais c'est clair, c'est trop ça. Là, ça y est, je saurais retrouver la bergamote du coup maintenant dans le café, c'est génial. Moi, j'ai envie d'avoir ça. Pour Noël. Ça c'est vraiment très... Ça, c'est la meilleure amie du barista quand même. Et tu sais quoi? Il est 10h10. Super, trop bien. Contrat rempli. Je vais partir en livraison. Il y a une petite légende qui raconte qu'il y a un berger qui s'appelait Kaldi, dans les hauts plateaux d'Éthiopie, qui faisait
paître ses chèvres. Et quand elle broutait une petite baie rouge qui ressemble à une cerise, elles étaient particulièrement enjouées. Alors il dit je vais les récolter et puis les amener aux érudits du village pour leur demander ce qu'ils en pensent. Qu'à cette époque-là, les érudits c'était plutôt des religieux. Et donc on raconte que dans ce village, voilà, à l'issue de cette rencontre avec le café, il y avait des cérémonies religieuses particulièrement festives. Voilà, c'est des petites légendes qui tournent autour du café. Dire comment on a découvert les effets de la caféine, quoi. Grâce aux chèvres. Merci Grâce les chèvres. aux chèvres, voilà, c'est ça. L'idée de la Belle Brurie, c'est vraiment de tisser des relations de confiance avec nos coopératives. L'objectif, c'est pas de multiplier des contacts, de multiplier des nombres de coopératives, mais c'est plutôt de tisser des liens forts avec elles et justement construire une chaîne qui soit durable entre la coopérative et le client. En tant que torréfactrice, c'est une vraie responsabilité qu'on a. À bientôt. Salut. Salut.